Alors, chers amis et parents des réseaux sociaux, c'est Eric Jalton, maire des Abîmes, président Cap Excellence, qui s'adresse à vous en ces temps difficiles pour vous apporter quelques réflexions, j'espère utiles, euh, dans ce contexte de crise aiguë Covid-19. Alors, comme vous le savez, hein, euh, nous sommes en Guadeloupe à un niveau en matière de circulation du virus importante. Nous avons euh, près de plus de 20% hein, de tests positifs pour une population donnée. C'est beaucoup. C'est 4 fois plus que la moyenne nationale qui se situe à peu près autour de 5. C'est-à-dire quand 100 personnes vont se faire tester, en Guadeloupe, il y a à peu près 20 à 22 qui sont positifs. Alors que sur l'ensemble français, en moyenne, c'est à peu près un peu plus de 5. Donc, à Marseille et la région parisienne, c'est à peu près entre 8 et 10. Donc, on est des fois plus grave qu'à Marseille et qu'à Paris, et 4 fois plus au moins que pour l'ensemble français, au dernier résultat à ma connaissance. Donc, la situation est très difficile, sans vouloir alerter ou faire peur à quiconque, on se doit de dire la vérité au peuple, pour qu'elle se tienne prête, qu'elle soit avertie, qu'elle puisse pas nous reprocher demain de ne lui avoir pas dit cette vérité. D'autant que il s'agit de vie, de contamination, de personnes qui sont en jeu, de maladies, peut-être parfois avec des séquelles dont on ne connaît pas encore les conséquences. On n'est pas encore suffisamment de recul sur cette maladie. Donc on est en guerre contre, évidemment, contre ce virus Covid-19. Et en temps de guerre, il n'y a malheureusement pas de système parfait. Et le risque zéro n'existe pas. La guerre a forcément ses inconvénients, ses douleurs, ses drames, ses peines, ses inconvénients, ses diminutions de notre confort de vie habituel, pour ceux qui en avaient, et, euh, et voilà, et de conséquences négatives, temporaires ou durables. Ça, c'est une situation où on n'a pas de situation idéale. Il faut essayer d'avoir la situation la moins douloureuse possible, la moins gênante possible, et surtout éviter le plus de malades et de morts possible. C'est ça le vrai objectif. Comme en temps de guerre, où on supporte pour que nos enfants qui sont au front, ou nous-mêmes, ne soyons pas victimes des effets ou des dégâts collatéraux de la guerre. Donc nous sommes en guerre contre un virus, hein, rusé, hein. Donc on découvre progressivement la dangerosité, les effets. Et l'important pour nous, c'est qu'il faut éviter à tout prix le passage à l'hôpital. Des personnes évidemment vulnérables et très vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées, hein, plus de 65 ans, mais parfois on est déjà fatigué avant, hein, ou les personnes qui sont en comorbidité, c'est un mot savant, c'est-à-dire les gens qui sont des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque ou l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance rénale, ou les gens qui sont en traitement anticancéreux notamment, par le biais de chimiothérapie. Tous ces gens-là sont des gens vulnérables qui, quand ils ont des formes sévères ou très sévères de Covid-19, cette maladie, eh bien, ils ont de fortes chances d'y laisser leur vie, malheureusement. Il faut appeler un chat un chat. Et nous sommes en Guadeloupe sur à peu près 400 000 habitants, grosso modo. Nous sommes 100 000 à avoir ces comorbidités, ces maladies chroniques. 100 000. Comme même pas les personnes âgées qui sont en bonne santé. Donc, le public vulnérable est encore plus grand que 100 000. Parce qu'il faut rajouter les personnes âgées mais qui sont apparemment en bonne santé. Donc, 100 000 comorbidités et des dizaines de milliers de personnes âgées sans comorbidité, mais qui sont aussi vulnérables. Donc, vous voyez quand même, c'est quand même peut-être un bon tiers, un peu plus d'un tiers de la population guadeloupéenne qui sont vulnérables par rapport à ce virus qu'il faut donc protéger particulièrement en leur évitant d'avoir à passer à l'hôpital.
Quand on va à l'hôpital, c'est qu'on développe des cas sévères ou très sévères qui relèvent des soins intensifs, respiratoires ou des soins en réanimation. Et après la réanimation, vous savez ce qu'il y a quand ça ne marche pas. Alors, on a découvert aussi qu'on se contaminait, surtout, pas exclusivement, dans le cercle familial et avec les amis, évidemment. C'est là où on relâche la garde, qu'on a du mal à respecter les gestes barrières, on n'y pense pas, on se sent en sécurité avec les amis et les parents. Mais le virus ne connaît pas d'amis, ne connaît pas de parents. Il se sert aussi bien des amis que des parents pour passer d'un individu à l'autre. Donc c'est là malheureusement que le bas blesse. Nos petites rencontres familiales, nos comportements en famille, on baisse la garde, ou dans des rencontres amicales, anniversaires, des rencontres au resto avec des amis, etc. On a tendance à ne plus faire attention. Et c'est là qu'il faut agir. L'État ne peut pas, du fait de la loi, interdire un certain nombre de rencontres familiales, c'est pas possible. Mais donc les recommandations sont quand même fortes, hein, pour que vous puissiez faire un effort par rapport à ça, faire très attention, sans les supprimer pour autant, mais prendre d'immenses précautions, y compris quand on est entre amis et famille. Alors, chacun sait quoi faire, comment faire, pour se faire. Mais on sait aussi qu'il y a des pratiques professionnelles, sportives ou de loisirs, ainsi que des lieux et des conditions de pratique de ces activités professionnelles ou de loisirs ou sportives qui sont plus ou moins propices et favorables à la circulation du virus Covid-19. OK? Ça peut se comprendre. Par exemple, faire un sport de contact, le football, le rugby, le judo, etc., où il y a un contact obligatoire dans ce sport. On le fait en milieu clos, mais ça, forcément, c'est plus risqué que de faire un sport en jogging en plein air, où on n'est pas l'un sur l'autre, sans contact donc, en milieu ouvert. Ça peut se comprendre. OK? Et donc, c'est pour ça que les autorités ont tendance à cibler quand il faut prendre des mesures restrictives, ces sports où il y a le contact, et où on est en huis clos, on n'est pas en plein air, etc. Et au détriment des autres sports. Au bénéfice des autres sports qui peuvent être pratiqués sans difficulté puisqu'il n'y a pas de contact et on n'est pas l'un sur l'autre. Et on n'est pas en milieu clos. Donc maintenant, on se dit pourquoi les bars et les restaurants sont fermés alors que on laisse ouverts les commerces, centres commerciaux ou pas, les commerces, petits commerces ou commerces tout simplement, et les cinémas. Mais ça ne nous a pas échappé que au cinéma, on a l'obligation de porter le masque. Pour aller faire les courses aussi, que ce soit à Millénis, à Destréland ou dans un petit commerce de quartier, ou dans une supérette guadeloupéenne, on est obligé de mettre le masque. Jusqu'à maintenant. Donc il y a cette protection fondamentale du masque qui existe. On peut respecter avec les autres gestes barrières pour ces activités. Mais par contre, quand on va au restaurant ou dans un bar, bon, c'est difficile, moi je ne sais pas faire, de manger et de boire avec un masque. Donc il n'y a pas le masque comme au restaurant, comme au cinéma ou quand on fait ses courses. Donc cette protection fondamentale n'existe pas dans les bars et dans les restaurants, d'où le fait qu'ils sont considérés comme 2 à 3 fois, voire plus, à risque d'autres pratiques, les courses ou le cinéma. Tout simplement pour ça. C'est la difficulté de porter le masque. On peut se comprendre forcément. Je ne parle même pas le fait qu'on consomme aussi de l'alcool. Quand on a bu un coup de coups après un repas, ben, la vigilance, les gestes barrières, on commence à oublier ça progressivement. Donc ça aussi, ce facteur-là est important, le potentiel de consommation d'alcool dans certains milieux. Donc tout ceci a sans doute été pris en compte par les pouvoirs publics pour
décidé de prioriser les fermetures tel endroit plutôt que dans telle autre activité professionnelle, de loisirs ou de sport. Évidemment, de loisirs, on pense en Guadeloupe tout de suite à la danse, évidemment, les boîtes de nuit, mais c'est multiplication par 10 des possibilités de contamination quand on veut faire un bon zouk ou d'autres pratiques, c'est un milieu vraiment fermé, très peu aéré dans les boîtes de nuit. Là, c'est vraiment, on ne met pas de masque, le risque est total de contamination. Donc, c'est sans doute les plus sacrifiés des activités professionnelles. Mais ça s'explique scientifiquement. Et voilà. Donc, faut comprendre on peut pas comparer une activité professionnelle de loisir ou de sport à une autre pour dire, pour critiquer les choses. Voilà. Donc maintenant, qui est souhaitable concernant les tests, on a fait beaucoup. Bon, l'OMS avait dit il faut tester, tester, tester. On reprochait au gouvernement de ne pas faire suffisamment de tests au début, de tester que les gens qui sont suspectés d'être contaminés. Personne suspecte. Bon, maintenant on reproche au gouvernement d'en faire trop. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Alors, soit on cible effectivement les personnes à risque, c'est ce qui se fait plutôt actuellement, ou soit on décide de tester tout le monde. Mais on voit très bien que on a du mal à tester tout le monde, hein. Tous ceux qui veulent comme ça, sans a priori se faire tester, il y a un embouteillage, ça prend trop de temps pour les résultats, etc. Donc raisonnablement, il faut, compte tenu des moyens et des possibles difficultés logistiques, il faut normalement tester davantage les personnes, évidemment, avec un certificat médical, ils sont suspects, ou des personnes contactent des personnes avérées qui l'ont eu. Ça, c'est ce qui est fait actuellement, c'est un peu logique. Voilà. Maintenant, on dit que les tests ne sont pas suffisamment fiables. Il y a 30% de faux positifs ou faux négatifs, en tout cas. Bon, mais vaut mieux avoir au moins qu'on déclare quelqu'un faux positif, c'est le moindre danger. Il vaut mieux qu'il soit un faux positif qu'il soit déclaré faux négatif. Donc, vaut mieux quand même tenir compte. Il y a une bonne partie des gens qui sont positifs qui sont quand même repérés par ces tests-là. Ils ne sont pas complètement inutiles, ils sont très utiles au contraire. Relativement, la science va améliorer progressivement leur efficacité. Il faut donner du temps au temps à ce niveau-là. Et il y a des tests que nous avons réclamés, hein, les tests antigéniques, c'est la même chose que les tests des goupillons covillons qu'on met dans le nez, mais l'efficacité, c'est que le résultat est beaucoup plus rapide. Donc ces tests, on les a réclamés, le RS les a réclamés pour la Guadeloupe, ils sont expérimentés en Île-de-France, on les veut aussi en Guadeloupe, on l'a demandé, les élus l'ont demandé, le RS est d'accord, on attend la mise en place de ces tests en Guadeloupe, pour aller plus vite dans les résultats. Il y a aussi des tests salivaires. Vous avez entendu parler sur la télé. Les tests salivaires, eux aussi, peut-être, ils sont moins sensibles, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment détecter les gens qui sont vraiment positifs, qui ont, comme on dit, une charge de virus, ils ont beaucoup de virus, ils sont très contaminants ce faisant. Ils vont être plus facilement détectés par ces tests salivaires. Donc, vivement que ces tests salivaires arrivent en Guadeloupe, on les a réclamés. Comme ça, quand vous ferez ce test salivaire, vous êtes à peu près, et que vous êtes positif, vous êtes à peu près sûr d'être vraiment bien positif. Et très contaminant. Donc ça permet quand même de faire pour le grand public, puisque c'est possible ce sera possible un peu partout, hein, permettra d'améliorer la connaissance diagnostique un peu de quelque part de cette maladie. En tout cas, sa détection. Pour les cas les plus contaminants. Donc on attend aussi vivement ces tests salivaires. Voilà pour les nouvelles. Sachez que moi, je n'entretiens pas de polémique avec les pouvoirs publics, ni les textes, etc. en public, hein, sur les médias. Ouais, c'est volontairement. S'il y a des choses à redire, je préfère parce que je ne pense pas qu'on doit afficher dans l'opinion publique des oppositions au niveau des décideurs, au niveau de l'étatique et au niveau local. OK? Dans une situation déjà suffisamment confuse et difficile pour le plus grand nombre de Guadeloupéens. Donc je réserve mes observations puisque nous sommes réunis toutes les semaines par le préfet, en présence de l'ARS, en présence
du rectorat en présence du président, de son représentant de la région, du département, des maires, des présidents de PCI, on est réunis, si vous ne le savez pas, toutes les semaines, parfois de façon plus rapprochée. Donc sans doute nous aurons début semaine prochaine une nouvelle réunion, mais c'est l'occasion pour les élus qui se donnent la peine de venir, de vouloir faire des propositions à l'État, à l'ARS ou à nous-mêmes entre élus, pour qu'ensemble nous puissions améliorer les choses, mieux communiquer avec la population, mieux expliquer les décisions qui sont prises, mieux concerter avant de prendre ces décisions, et sachant qu'une décision est prise, elle ne peut pas forcément l'unanimité. Il vaut mieux aller se plaindre sur les plateaux pour dire que ça a mal été décidé, etc. C'est pas bon, etc. J'avais décidé mieux. Ça, je pense que c'est totalement improductif, contre-productif. Et que nous devons réserver nos critiques, en tout cas nous élus responsables publics, on doit les faire lors de ces réunions de concertation et à monter au créneau, taper du poing sur la table s'il le faut. Mais une fois que les décisions sont prises, essayer de les promouvoir même si elles sont imparfaites. OK? Et donc, c'est ma posture, en tout cas en tant que responsable public. Évidemment, si je vois qu'une décision est prise et qu'elle est négative, je le dirai. Mais si c'est une décision qui aurait pu être plus positive, plus efficace, on a pris une qui vous paraît un peu pas suffisamment efficace, bon, on peut quand même, j'allais dire, chercher à promouvoir déjà les décisions qui sont prises, qui vont dans le bon sens, plutôt que de se taper, se crêper le chignon en public. Voilà. Alors, nous aurons sans doute une réunion d'ici lundi, mardi. Je ferai sans doute une petite réflexion, une information avec vous après cette réunion. Pour l'instant, cherchons à appliquer les mesures qui sont préconisées, qui sont de nature à réduire les choses, hein. La circulation du virus, même si peut-être il aurait pu y avoir mieux, mais le mieux le plus efficace, c'est le confinement total. On sait bien que c'est pas souhaité par un bon nombre de Guadeloupéens, hein. Donc ce serait une mesure vraiment extrême et qu'on ne peut pas promouvoir ainsi. Il faudra attendre l'efficacité, voir l'efficacité des autres mesures prises en ce moment, avant d'arriver à ces mesures extrêmes. Voilà. Eh bien, bon Dieu bon, et n'oublie pas qui ça. Eh bien, mes chers compatriotes des réseaux sociaux, bon dimanche. Et prions pour nos malades qui sont de plus en plus nombreux, qui touchent de plus en plus notre entourage, c'est mon cas, hein. Et faisons en sorte d'appliquer les gestes barrières, les consignes qui vont dans le sens de diminution de circulation de ce virus, avec ses effets dramatiques, tragiques aujourd'hui, puisque le nombre de morts augmente. Espérons que les choses vont s'améliorer d'ici les prochains jours, les prochaines semaines. Allez, en attendant, profitez de vos parents, de vos amis, dans le respect strict des consignes et des gestes barrières. Profitez de la vie, tout simplement. Tout simplement.